Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire Yomoni qui est totalement dédié à un sujet d'actualité qui est le sujet de la retraite, sujet qui ne nous lâche pas depuis, je dirais, le début d'année 2023. Ce webinaire va être décomposé en deux parties. La première partie pour parler de notre dernier né chez Yomoni, le PER Retraite Plus, PER assurantiel et multiclasse d'actifs, qui est disponible sur la plateforme depuis déjà quelques semaines sur www.yomoni.fr. Pour parler et pour décrypter ce nouveau produit, nous avons fait appel à un panel d'experts qui ont accepté l'invitation, ce soir. Nous avons Mickaël Berthier qui représente Spirica. Bonsoir Mickaël et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Nous avons pour parler des classes d'actifs Sophie Bourguignon, directrice de la gestion chez Kizriem. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir, nous avons Avidan Geisman, directeur de la distribution chez Apax Eventu, qui sera avec nous aussi ce soir. Bonsoir Avidan. Bonsoir à tous. Merci. Et bien évidemment, Olivier Malteste et Sébastien Dornano, respectivement directeur des investissements et président de Yomoni. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. En deuxième partie de ce webinaire, on a décidé de consacrer la seconde partie à un coaching autour d'un sujet que vous nous avez fréquemment demandé, qui est retraite et parentalité. Quel est l'impact de la parentalité sur vos futures pensions de retraite et quelles sont les astuces pour y remédier. Et pour animer ce coaching, nous recevrons Valérie Batigne, présidente et cofondatrice de Sapiendo Retraite, dans une seconde partie de webinaire. Sachez que tout au long de cet événement, vous pouvez poser vos questions de manière anonyme et confidentielle en direct à notre équipe d'experts, à savoir Lauriane et Brice, qui sont respectivement conseillers privés chez Yomoni, mais également Romain Michels, qui est gérant de portefeuille. Pour démarrer, nous allons peut-être reprendre la discussion avec Sébastien. La rentrée est déjà bien entamée, Sébastien. L'actualité est assez chargée côté Yomoni. Tu as peut-être quelques mots à nous en dire. D'abord, je suis ravi de pouvoir accueillir un si beau panel et de pouvoir toujours être en lien avec nos clients. Donc ça, c'est toujours un bon moment. Les webinaires, ça permet aussi de creuser un sujet que souvent ou des questions que vous nous posez souvent. Dans l'actualité de Yomoni, il y a un jalon que vous avez peut-être vu passer, mais qui était important pour toutes les équipes et qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. C'est le passage aux milliards d'euros d'encours sous gestion. Voilà, ça fait 8 ans que Yomoni a été créé. On passe à un jalon important. Alors, bien sûr, c'est un bel accomplissement, mais c'est en rien un aboutissement. Hein. C'est le début. En tout cas, ça prouve que la confiance est là et que vous nous faites et vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Et un grand merci. Et surtout, ça nous oblige à faire mieux, à continuer d'améliorer nos services, améliorer nos produits, améliorer nos conseils. Et c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. Et je pense que c'est un des sujets avec le nouveau produit Retraite Plus qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Merci, merci Sébastien. Avant de rentrer plus vivement dans le sujet, et comme on en a l'habitude, étant donné le contexte géopolitique, on va avoir un point macroéconomique avec Olivier Mathès, directeur des investissements. Bonsoir Olivier, est-ce que tu peux nous faire un point sur un point macroéconomique sur la situation géopolitique et savoir quel impact cette situation a sur les portefeuilles Yomoni? Bonsoir Charlotte, oui, tout à fait. Peut-être on va faire un point directement sur les performances, parce que c'est le nerf de la guerre toujours. Donc, si on regarde ce qu'on propose nous en assurance vie, donc sur un profil P6, qui est un profil équilibré, exposé en moyenne à 50% en actions et 50% en obligations, depuis le début de l'année, on a des performances d'environ 3,8% actuellement, donc y compris la baisse récente qu'on a pu voir sur les marchés, des performances positives et donc à hauteur de 3,8% environ. Et sur un profil P10 qui est investi à 100% en actions, on a des performances qui sont toujours fortement positives puisqu'on est toujours à 9% de performance depuis le début de l'année. Si on résume un peu l'année en deux parties, on va avoir deux périodes. Une période qui va aller jusqu'à fin juillet qui était très positive, puisqu'il faut avoir en tête que les obligations européennes avaient une performance positive de 2% à ce moment-là. Les performances des marchés actions mondiaux étaient à environ 15%. Donc on avait eu une première période de l'année très positive et très porteuse sur les marchés financiers, à la surprise de beaucoup lorsqu'on a encore en tête le contexte de 2022. Et si on essaye vraiment de résumer ce qui s'est passé pendant cette première partie de l'année, c'est que les marchés ont été très porteurs, avec l'idée que le plus gros était fait au niveau des banques centrales et au niveau de la hausse des taux, d'une part, et une surprise aussi du côté des résultats des entreprises globalement et des actions. Pourquoi? Parce que les entreprises ont réussi à conserver leurs marges et à
transvaser l'inflation qu'elles subissaient directement dans leurs prix, et donc ainsi à arriver néanmoins à conserver un chiffre d'affaires relativement important et surtout à conserver leur marge, donc ce qui est toujours très important pour les marchés actions. Donc une partie de l'année très positive avec des marchés qui ne voulaient pas croire les banques centrales lorsqu'elles marquaient vraiment leur priorité sur l'inflation et sur la possibilité d'augmenter leurs taux et de maintenir des taux très très hauts. Donc les marchés anticipaient une stabilisation des taux et une baisse des taux dès l'année et dès la fin de l'année. Ça c'était sur la première période, la première partie de l'année. Et à partir de fin juillet, en fait, le contexte a changé. Pourquoi? Parce que l'économie américaine a montré des signes de force beaucoup plus importants que ce qui était anticipé. Et les marchés ont commencé à se dire que si l'économie américaine restait aussi forte et aussi résiliente, il y avait un risque que l'inflation perdure et globalement que les banques centrales aillent plus loin et aillent trop loin dans la remontée des taux. Et donc toutes les bonnes nouvelles toutes les bonnes nouvelles économiques qu'on a pu observer ensuite sont commencées à devenir des mauvaises nouvelles sur les marchés. Et on commençait vraiment à changer le sentiment de marché avec cette crainte que finalement les banques centrales, lorsqu'elles annonçaient qu'elles resteraient avec des taux élevés et une politique dure et restrictive au niveau de l'économie mondiale aussi longtemps qu'il le faudrait pour maintenir l'inflation, ce scénario-là a été enfin compris et entendu par les marchés, ce qui a conduit à des hausses de taux relativement importantes depuis fin juillet, puisqu'il faut avoir en tête que le 10 ans américain est monté jusqu'à 5% il y a 2 jours avant de revenir un petit peu. Et donc du coup, des marchés qui se sont inquiétés sur cette bonne santé, c'est un peu paradoxal, mais cette bonne santé de l'économie américaine, et qui sont venus vraiment impacter les marchés de manière relativement importante. À cela s'ajoute évidemment un contexte géopolitique extrêmement compliqué, extrêmement lourd pour tout le monde, même si à ce stade, au niveau des marchés, le principal impact qu'on a pu percevoir est vraiment sur le pétrole, où il y a eu une hausse du pétrole au cas où le conflit venait à se propager vraiment sur la zone du Moyen-Orient au sens large. Mais à ce stade, pas d'inquiétude particulière sur la situation géopolitique, même si évidemment ça participe à ce contexte anxiogène et ces inquiétudes. Alors qu'attendre pour la suite au niveau des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même dans un contexte vraiment qui est lourd et on voit que les marchés réagissent fortement, même si les performances restent positives depuis le début de l'année. La vraie bonne nouvelle, c'est que les marchés ont vraiment fini par intégrer les discours des banques centrales et aujourd'hui ont un positionnement beaucoup plus raisonnable, en tout cas à notre sens, sur les anticipations sur l'évolution des taux d'intérêt sur le futur. Donc le gros des nouvelles est vraiment maintenant dans les cours et donc on commence vraiment à se dire qu'on va arriver vraiment sur le niveau le plus haut au niveau des taux d'intérêt effectifs et donc le plus dur est fait et donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle qu'il faut retenir sur cette perception des marchés financiers. Okay. Et on arrive maintenant sur la période de fin d'année où là, on regarde vraiment les résultats d'entreprise. En termes de positionnement, nous sommes restés neutres en termes de positionnement actions-obligations et nous avons toujours notre biais sur les actions américaines globalement et sur le secteur de la santé dans nos assurances-vie classiques, secteur qui est à la fois plus défensif et qui va, selon nous, pouvoir bénéficier des avancées qu'on a pu observer en termes d'intelligence artificielle, donc en termes de brevets, en termes de recherche de nouveaux produits. Si j'essaye de résumer quand même ce qui nous a surpris, et je pense que c'est une bonne introduction aussi par rapport à l'offre de Yomoni et par Retraite Plus qu'on présente aujourd'hui, c'est que la déception qu'on peut avoir, vous savez que nous on est très attachés globalement aux actions et aux obligations sur lesquelles on investit nous chez Yomoni par le biais uniquement d'ETF. La déception qu'on pouvait avoir, c'est qu'on espérait que dès 2023, la décorrélation qu'on pouvait observer entre les actions et les obligations se reverrait et serait de nouveau observé. Donc ça, c'est la petite déception qu'on peut avoir. Et donc, tout ça intègre l'idée, l'intérêt d'avoir une offre multi-asset dans laquelle on va rajouter des marchés immobiliers et des investissements en private equity dans ce but de décorrélation globale au niveau des marchés. Ok, très clair. Merci Olivier. Donc, a priori, pas de mauvais signaux pour entrer sur les marchés, même sur cette fin d'année, et malgré un contexte géopolitique extrêmement perturbé. Effectivement, tu le disais, merci pour ce point. La création de ce nouveau produit, de ce PER assurantiel et multi-asset intervient dans un momentum
un peu particulier. La partie vraiment attractive pour vous qui nous regardez ce soir, c'est cet aspect multi-classe d'actifs qui va faire le PER, on le sait, est un produit qui est particulièrement, qui est fait pour l'épargne d'extrême long terme, puisqu'on parle de votre épargne retraite, et le côté multi-classe d'actifs va en faire un allié pour traverser les années et les différents mouvements de marché que vous rencontrerez très certainement. Peut-être on va intervenir avec Michael sur la partie Spirica. Sébastien, peut-être Michael, je vais vous laisser nous présenter Spirica et puis nous expliquer le rapprochement qu'il y a eu entre Yomoni et Spirica et qui a fait aussi que Spirica choisisse Yomoni pour créer ce produit. Très bien, merci Charlotte. Bonsoir à tous. Tout d'abord, simplement, je souhaite vous dire que je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, je me présente, Michael Berthier, responsable du service partenariat chez Spirica. Donc, Spirica, c'est une compagnie d'assurance filiale à 100% de Crédit Agricole Assurance. Spirica est la compagnie qui assure le PER Yomoni Retraite Plus. Donc, tout simplement, nous sommes extrêmement ravis d'accompagner Yomoni dans le lancement de ce nouveau PER. Lorsque Yomoni, acteur incontournable de l'épargne en ligne, nous a présenté son projet, nous avons tout de suite su que le PER Yomoni Retraite Plus serait un produit unique et performant. Tout simplement, au travers de ce PER, nous y retrouvons toute l'expertise de Yomoni, à savoir dans un premier temps les ETF, qui sont l'ADN de Yomoni. Bien sûr. Diverses solutions de gestion déléguée également auprès d'experts de Yomoni, et tout cela combiné au sein d'un socle responsable, car en dehors du fonds euro, tous les fonds sous gestion sont labellisés par des organismes d'État. Donc, Charlotte, Sébastien, je suis certain que le PER Yomoni Retraite Plus est une solution idéale pour préparer au mieux sa retraite. Merci Mickaël pour votre intervention. Maintenant qu'on a parlé peut-être Sébastien, un mot sur le partenariat quand même avec Spirica, qui a fait le rapprochement. Vous savez quoi, les plus anciens clients savent qu'on a un partenariat avec Suravenir sur la partie assurance vie. On a fait un long appel d'offres parce qu'on a été très exigeants et effectivement, on avait vraiment à cœur d'avoir ce PER qui permettait de combiner plusieurs assets. À l'issue de cet appel d'offres et après de longues tractations avec les uns et les autres, Spirica s'est clairement détaché sur un certain nombre de sujets. C'est pour ça qu'on a souhaité construire cette nouvelle offre avec eux, avec vraiment la conviction d'avoir effectivement toujours en tête le meilleur couple rendement-risque pour nos clients. On le fait, je pense, très, très bien sur les marchés financiers avec notre offre full ETF. Elle peut être encore plus améliorée, effectivement, si on commence à combiner les d'autres classes d'actifs dans un mandat, toujours clé en main avec le but d'aller choisir des experts qui, eux, sauront aller d'un côté immobilier, choisir les meilleurs SCPI ou les meilleurs biens en direct, ou de l'autre côté, aller investir dans le côté de la manière la plus performante. Et c'est là où je trouve que la combinaison de l'attelage, et on a la chance d'avoir tout le monde ce soir, donc je les remercie encore. Je trouve que vraiment, là, c'est un produit qui est absolument génial et on reste sur nos fondamentaux. Une dimension très responsable dans tous les investissements, ça c'est un élément clé et ça faisait partie du cahier des charges et c'était très important pour nous. Et puis bien sûr, un regard très attentif sur les coûts et les frais, faire en sorte d'être extrêmement compétitif et toujours parmi les moins chers du marché parce qu'on sait que sur des temps aussi longs, l'impact des frais est toujours très conséquent. Effectivement, merci Sébastien. On va rentrer dans le cœur du sujet qui est la multi-classe d'actifs. On va commencer sur la partie immobilière avec Sophie Bourguignon qui représente KeyesRem. Sophie, je vous laisse vous présenter et peut-être nous dire quelques mots sur Keys avant de démarrer. Absolument, merci Charlotte. Donc Sophie Bourguignon, je suis la directrice de gestion pour l'ensemble des fonds gérés par KeyesRem et le groupe Keys dans sa globalité. Nous avons aujourd'hui à peu près 1,4 milliard d'actifs sous gestion, uniquement sur la thématique immobilière. Et je parle bien de thématique immobilière parce qu'effectivement, nous approchons l'immobilier à la fois sur la partie actif, en dur, bâti, site foncier, développement, mais aussi surtout l'environnement qui va entourer ces actifs. Donc, à la fois la technologie, les opérateurs qui vont apporter des services et nous avons développé un certain nombre de produits et de fonds qui nous permettent d'accompagner toute notre stratégie immobilière et qui correspond véritablement à l'ADN de KeyesRem depuis sa fondation, il y a une douzaine d'années maintenant, qui était que la valeur de l'actif immobilier et de l'immobilier en lui-même, c'est certainement l'emplacement, on en entend beaucoup parler, mais c'est aussi l'usage
que l'on peut en faire. L'usage qui est l'expérience utilisateur, c'est quel service, quel apport, quel confort nous allons apporter aux personnes qui interagissent avec nos actifs. Donc, ça, à la fois les gens qui vont venir travailler dedans, venir y vivre, mais aussi qui vont interagir d'une façon globale au sein de l'environnement de l'actif et donc collectivité et société autour. Donc ça, c'est un élément important. Et le deuxième prisme sous lequel nous avons véritablement une approche globale de nos actifs immobiliers, c'est aussi l'usage, non pas seulement expérience immobilière immédiate, mais usage à moyen et long terme sur quelle va être la capacité de l'actif à évoluer au fil du temps avec l'évolution des attentes des utilisateurs, l'évolution réglementaire, les évolutions climatiques. C'était déjà une préoccupation assez importante à l'origine et c'est tout autour de cela que nous avons développé l'ensemble de nos compétences immobilières et nos fonds. Et donc permettre d'offrir cette offre de private equity immobilier sur toute la chaîne de valorisation de l'immobilier. Ok, très clair. Merci. Je vous ai coupé? Non, et je peux parler un petit peu du private equity immobilier si vous voulez, parce que c'est effectivement, on parle beaucoup d'actifs immobiliers, d'investissements type SCPI, OPCI, où ces fonds investissent directement dans les immeubles. L'approche que nous avons retenue, nous, pour l'offre notamment du PER, c'est d'avoir une vision un petit peu plus globale, certes sur les actifs, ça va composer une grosse partie de notre enveloppe d'investissement, mais aussi d'aller chercher l'ensemble des services, la création de valeur autour de l'immobilier, notamment avec des investissements sur l'immobilier que l'on dit opéré maintenant, donc tout ce qui va être co-living, coworking, hospitality, donc hôtellerie, et accompagner l'ensemble du développement et de la montée en puissance des utilisateurs sur ces nouveaux concepts et aller capter la valeur, outre la valeur de l'immobilier, aussi la valeur de ces services qui sont apportés aux utilisateurs. Ok, donc juste pour résumer, Sophie, par rapport à ce que vous nous dites et pour les gens qui nous écoutent, sur la partie immobilière, déjà, on est plutôt sur un immobilier professionnel. Absolument. D'accord. Et on est à la fois… Oui, pardon. Non, essentiellement sur l'immobilier professionnel, tertiaire, donc bureau, commerce, qui est très connu, et aussi sur l'immobilier opéré, donc avec des opérateurs type coworking, hôtellerie et co-living également, qui se développent beaucoup. Ok, très clair. Et ensuite, on est à la fois sur le bâti, ce que vous expliquez, le structuré, et toute la partie environnante en fait autour de l'immobilier, le servicing et les annexes en fait qui entourent la prestation immobilière, enfin pas la prestation, mais l'immobilier en lui-même. Exactement, c'est tout ce qui va assurer le confort de l'utilisateur et donner envie entre guillemets à la fois aux employés, aux clients de venir sur nos sites et d'interagir en fait avec nos sites. Et d'occuper les biens, en fait, si on peut le dire plus directement. Ok, c'est très clair. Est-ce que, au-delà de l'aspect private equity immobilier, je pense qu'on entend beaucoup de choses sur l'immobilier depuis quelques temps, et je pense que, bien évidemment, il faut qu'on réponde à cette question pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un momentum en immobilier? Et s'il y en a un, est-ce que le contexte actuel est plutôt favorable, défavorable? On entend beaucoup de choses. C'est un petit peu dur de tirer le vrai du faux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur ça? Absolument, on entend beaucoup de choses assez négatives en ce moment sur l'immobilier, donc c'est important d'en parler maintenant. On entend beaucoup parler de baisse de valeur, de fermeture de fonds qui sont déjà lancés, qui sont déjà existants depuis quelques années. C'est vrai que les marchés se sont réajustés, Olivier en parlait, les taux sont remontés, ça veut dire qu'aussi les prix de l'immobilier, le prix de certaines classes d'actifs a baissé pour refléter ces taux de rendement et c'est quelque chose qui impacte énormément les marchés immobiliers, mais c'est ce qui nous donne aussi un certain momentum, c'est-à-dire que l'offre immobilière sur le PER aujourd'hui, elle a été lancée cette année avec un portefeuille qui est en cours de création, donc dans un moment de marché où après de fortes évolutions de valeur à la hausse depuis plusieurs années, on a un marché qui se tasse, qui est en train de baisser, et donc des opportunités à prendre avec de bien meilleurs rendements par rapport à ce qui pouvait être observé encore même en fin d'année dernière. Donc on a gagné entre 100 et 200 points de base en termes de rendement. C'est absolument, ça en fait un moment extrêmement intéressant pour réinvestir, sachant que l'immobilier, c'est aussi une classe d'actifs qui est physique. Cela a provoqué la baisse des
des prix a aussi provoqué une baisse de la production des nouveaux actifs immobiliers. Donc, un phénomène de raréfaction, on va le voir sur un certain nombre de classes d'actifs, mais qui, là où nous entrons aujourd'hui dans un bon moment de pricing, cette raréfaction, elle va provoquer une raréfaction de l'offre et une augmentation de la demande en face, et donc de belles perspectives de reprise des valeurs à moyen terme. Ok, quand vous dites que le portefeuille est en train de se créer, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on est en cours d'acquisition sur les actifs, sur l'asset même immobilier, et en fait le fonds il est pas vivant, mais il est interactif, quoi. Il se construit au fur et à mesure. Absolument, nous avons aujourd'hui réalisé des premiers investissements dans des fonds qui étaient eux-mêmes en cours de création, donc des investissements indirects avec des thématiques fortes, notamment sur l'éducation, sur l'immobilier social également, qui nous permettent de générer du rendement tout en restant sur nos convictions d'usage et d'évolution du bâti. Et en même temps, nous sommes en train de travailler aux premières acquisitions. Donc, j'espère pouvoir, d'ici la fin de l'année, annoncer la première bonne nouvelle sur laquelle nous sommes en train de travailler, d'actifs en direct, à des pricing qui correspondent au nouveau marché, à des valeurs donc qui nous permettent d'entrer à un point plutôt bas du marché, et avec par contre des potentiels de revalorisation extrêmement intéressants pour le moyen terme pour le fonds. Ok, très clair. Merci, merci Sophie pour votre intervention. Donc, on le sait, l'immobilier est quand même un bon vecteur de diversification, notamment face aux classes actions-obligations que représente notre cœur gestion en ETF. Et a priori, donc le momentum est plutôt, malgré les mauvaises nouvelles, plutôt favorable puisque on est sur un marché baissier. Deuxième asset disponible, deuxième classe d'actifs disponible depuis les PER, le private equity avec Avidan Guessman. Bonsoir Avidan. Bonsoir. Je vous laisse peut-être vous présenter votre société. Oui, bien sûr. Alors Avidan Guessman, moi je suis directeur de la distribution chez Apax by 72 et depuis plus de 50 ans, Apax by 72 s'est établi comme un des leaders du private equity en Europe. Nous sommes spécialisés dans le financement en capital de PME et de TI en France et en Europe continentale, et nous investissons dans des entreprises à fort potentiel. D'accord. Donc, peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, on peut peut-être un peu revenir sur un instant sur le private equity. Le private equity ou capital investissement en français, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait. Ça consiste à investir au capital de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, ce domaine un peu particulier du monde de la finance se focalise sur la stimulation de la croissance et l'amélioration de la performance des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse en acquérant des parts substantielles de leur capital. Donc, ces entreprises sont généralement accompagnées par un fonds de private equity pendant 5 à 7 ans pour les aider à se développer grâce à l'expérience et l'expertise des équipes d'investissement. Et une fois que le potentiel a été pleinement exploité, ces entreprises sont ensuite vendues avec un profit ou un gain en capital, généralement réalisé lors d'une vente à un autre groupe industriel, ou soit par l'acquisition d'un autre fonds de private equity, ou encore lors d'une introduction en bourse. Donc peut-être comment APO s'inscrit, donc notre fonds qui est disponible dans le PER Yomoni s'inscrit en fait dans cette perspective à long terme du PER. Le capital investissement, de par sa nature, est une classe d'actifs qui vise des rendements sur plusieurs années. Et en associant cela aux avantages fiscaux du PER, on obtient une belle combinaison pour quiconque cherche à optimiser ses rendements pour sa retraite. Et la loi Pacte en 2019 a été le tournant dans l'histoire des investissements. Elle a permis de démocratiser l'accès à des actifs de premier plan tels que ceux gérés par Apax. Et ainsi, ce qui était autrefois le domaine exclusif des investisseurs fortunés et des institutionnels est maintenant accessible à beaucoup, et ce avec des tickets d'entrée qui peuvent être aussi bas que quelques centaines d'euros. Donc, pourquoi choisir APO dans le cadre de, pourquoi on a vraiment mis ce partenariat en place avec Yomoni et le PER? Déjà, premièrement, je pense notre expertise avec un historique très solide dans le capital investissement. On s'est forgé une réputation d'excellence, principalement dans 4 secteurs d'activité qui sont les tech et télécoms, les services B2B, ainsi que la santé et les biens de consommation. Sont des secteurs matures, rentables, en pleine expansion et indispensables dans notre économie.
Et deuxièmement, notre approche d'investissement direct et majoritaire. Donc, chaque euro investi dans APO est directement injecté dans les entreprises dont Apax est actionnaire majoritaire. Ceci maximise en fait les rendements potentiels et ça minimise évidemment les frais. Donc, le FCPR APO investit en direct de manière systématique en capital, c'est très important, dans toutes les opérations réalisées par nos fonds institutionnels et dans les mêmes conditions. Donc, en investissant dans des entreprises européennes en croissance, non seulement vous diversifiez votre épargne, mais vous avez également l'occasion de soutenir et de stimuler l'économie réelle. C'est l'investissement avec une conscience, une manière d'aligner vos objectifs financiers avec un impact positif sur l'économie. Et pour prendre un exemple concret dans le fonds APO, après seulement 3 ans d'existence, APO affiche déjà 15 participations directes, couvrant une diversité de secteurs, de pays européens et de tailles d'entreprise. L'objectif à terme est d'avoir un portefeuille constitué de 25 participations d'ici 2 ans. De plus, pour vous donner un aperçu des types d'entreprises dans lesquelles APO investit, je vais vous parler de 2 acquisitions particulièrement intéressantes. La première, Porsolt, c'est une PME qui est basée à Laval. C'est un centre de recherche préclinique qui joue un rôle crucial dans le test de médicaments couvrant un large éventail d'aires thérapeutiques. Et évidemment, les contributions d'entreprises comme Porsolt sont essentielles dans le monde médical aujourd'hui. Et le deuxième investissement dont je voulais vous parler, c'est Effici, qui est une ETI basée en Belgique. Et Effici, c'est un acteur majeur du monde du CRM. Ils ont des solutions innovantes pour aider les entreprises à optimiser leurs relations clients, augmenter leur efficacité, maximiser l'engagement client. Sa présence s'étend bien au-delà de la Belgique, elle offre des solutions à plus de 13 000 entreprises de toute taille à travers l'Europe. Et notre ambition, nous, en tant que fonds de private equity majoritaire dans Effici, qui accompagnons finalement Effici dans sa croissance, c'est d'en faire un concurrent européen sérieux par rapport aux géants américains que sont Salesforce ou Microsoft. Donc, ces investissements, parmi d'autres dans le portefeuille d'APO, montrent l'ampleur et la diversité des opportunités offertes par le capital investissement et associées évidemment aux avantages du PER, elles forment une combinaison puissante pour optimiser votre épargne retraite. Important à noter, le fonds vise un rendement net annuel, je suis obligé de dire non garanti, de 10%. Donc, que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille, à soutenir l'économie réelle ou simplement obtenir un rendement solide, le mariage du plan d'épargne retraite de Yomoni avec un acteur éprouvé du capital investissement comme Apax, ça peut être la bonne solution à notre sens. Bien entendu, je me dois de vous préciser qu'investir dans le private equity comporte également des risques, tels qu'une liquidité réduite. On a une liquidité trimestrielle dans notre fonds, donc ce n'est pas journalier. Mais qui en font aussi un actif, Avidan, particulièrement adapté au PER, qui est une enveloppe vraiment dédiée sur le long terme. Donc, la notion de liquidité, je dirais, sur le private equity et le PER se pose quasiment pas. Absolument. C'est pour ça que j'ai répété pas mal de fois que c'était très, très adapté au PER, évidemment. Mais voilà, il y a des risques qui sont la liquidité, malgré tout, et évidemment la dépendance aux égards des performances de nos entreprises que nous accompagnons. Mais historiquement, en taxe, sur les 20 dernières années, sur nos fonds institutionnels, on a un TRI de 18% net annuel depuis 20 ans en intégrant 2008 et en intégrant toutes les crises qui sont passées. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et assurez-vous bien de réfléchir à vos options et toujours diversifier vos investissements. Merci Avidan pour ce message très clair et rappelons-le juste que les performances passées ne prévalent pas les performances futures et que dans le nouveau PER Yomoni Retraite Plus, hormis le fonds euro, aucune autre classe d'actifs, qu'elle soit immobilière, private equity ou même les ETF, ne sont garantis en capital, mais c'est aussi que vous montrez sur les marchés, c'est la prise de risque qui fait aussi le gain qui va avec, c'est quand même la base de fonctionnement des marchés et je pense que c'était important de le rappeler, ce qui nous permet de faire une dernière transition sur le sujet avec Olivier Malteste. Olivier, tu es toujours avec nous. En quoi on parle beaucoup donc de retraite sur cette année 2023, on parle aussi beaucoup d'inflation. En quoi le multi-asset, ce qu'on va appeler le multi-classe d'actifs, fait du PER vraiment un super allié pour traverser la période inflationniste. Merci Charlotte. Enfin, comme tu le disais, il y a vraiment aujourd'hui un contexte inflationniste qui est relativement important et j'ai envie de dire la première étape qui paraît
qui paraît toute simple, mais qu'il est toujours important de rappeler, c'est que l'inflation, c'est quelque chose qui va venir diminuer la valeur de l'argent, diminuer la valeur du montant qu'on va pouvoir épargner. Donc, c'est-à-dire que si on épargne et qu'on laisse sur son compte bancaire sans rémunération, bah, l'inflation, c'est vraiment quelque chose qui va venir grignoter. Et donc, sur un investissement pour la retraite, sur une épargne pour la retraite, il est important d'investir et de diversifier ses placements. Lorsqu'on regarde, on a toujours, nous, l'ossature chez Yomoni classique, qui est ETF actions, ETF obligations. Donc, c'est déjà 2 classes d'actifs qui, sur le long terme, montrent une décorrélation relativement importante, même si 2022 ne l'a pas montré, et que sur les 2 derniers mois de 2023, on a les mêmes questions, mais c'est quand même des classes d'actifs qui, sur le long terme, sont décorrélées et pour lesquelles la décorrélation reviendra assurément. C'est vraiment une conviction forte. À côté de ça, dans le cadre du PER assurantiel, on rajoute évidemment un fonds en euros, notamment pour les profils les moins risqués ou lorsqu'on va se rapprocher progressivement du moment de la retraite. Et là, on rajoute vraiment deux classes d'actifs différentes qui sont d'un côté l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui a montré sur le long terme et historiquement qu'en période inflationniste, c'était une classe d'actifs résiliente et une classe d'actifs qui s'intégrait bien sur les schémas d'inflation. Tout simplement, ça paraît tout simple, mais tout simplement parce que lié à des loyers, par exemple, les loyers sont en général indexés sur l'inflation, sur les coûts de construction. Donc tout ça fait que c'est un rempart naturel et historique contre l'inflation. De l'autre côté, on l'a vu, il y a aussi le private equity qui vient compléter les allocations classiques, surtout sur de l'investissement sur de long terme, avec cette idée qu'avec des taux plus importants, les entreprises vont chercher aussi des financements par le biais d'augmentation en capital plus que par le biais de dette, très certainement, et ce qui peut provoquer et inciter aussi à avoir des valorisations un peu plus intéressantes lorsque les fonds de private equity vont rentrer dans des opérations et donc créer des besoins aussi de financement de l'économie réelle par ce biais-là. Donc on a là quelque chose vraiment de très complet avec les actifs traditionnels, actions, obligations, le fonds en euros, de l'immobilier, également du private equity qui nous paraît intéressant. Et si on sort juste pour conclure de mon côté sur le côté purement inflation, il faut avoir en tête que en général, lorsqu'on épargne et lorsqu'on investit pour sa retraite, on investit sur des horizons qui sont très longs. Et donc, même si là aujourd'hui le climat il est vraiment centré sur l'inflation, on voit une inflation qui commence à ralentir, mais une inflation qui est toujours là. On va traverser différentes phases du cycle économique assurément jusqu'au moment du départ à la retraite. Donc à la fois la croissance forte, l'inflation et également la récession. Et le fait d'avoir des supports d'investissement diversifiés sur des classes d'actifs diversifiées telles qu'on l'a là, ça apporte vraiment quelque chose et ça fait du sens sur un investissement vraiment très long où on traversera une fois ou plusieurs fois, en fonction du moment qui nous sépare du départ à la retraite, les différents cycles économiques tels qu'on a pu l'observer historiquement. Où on traversera les 4 saisons. Effectivement, Olivier, on se rejoint complètement et à noter qu'on fait cette multi-classe d'actifs à des frais de gestion qui restent encore très compétitifs par rapport au reste du marché, même si effectivement on peut pas tarifer le private equity ou l'immobilier de la même manière qu'on le fait avec les ETF. Quand les sous-jacents sont différents, généralement les frais sont différents. On a quelques questions sur le sujet, donc je me disais que c'était aussi important de le répéter. Charlotte, il y a peut-être juste un élément important aussi à rappeler, c'est que avec cette combinaison multi-actifs, on a aussi quand même toujours les 3 profils de risque qui vont être pondérés de manière différente, mais on va avoir du multi-actif qui va être prudent, on va avoir du multi-actif qui va être équilibré et dynamique. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'en fonction effectivement du niveau de risque qui va être retenu par l'épargnant, on va mettre plus ou moins de différentes catégories d'actifs et aussi d'ETF obligations et d'ETF actions. Donc, dans ce multi-actif, ce n'est pas simplement un seul profil qui serait dynamique, mais bien les 3 profils qui sont répliqués dans une logique de diversification maximum. Voilà, parce que c'était important. Oui, très important de le préciser. Merci Sébastien. Donc, vous continuez à être accompagné et la gestion continue à être faite, l'assemblage des assets continue à être fait par Yomoni, bien évidemment. Rien ne change. On a quelques questions et je pense peut-être orientées de ton côté, Sébastien. On a beaucoup de questions puisqu'en 2019, on lançait un PER bancaire et non pas assurantiel, c'est-à-dire que le sous-jacent était un compte titre, PER qui continue d'exister. Comment expliquer un peu est-ce que
Est-ce qu'il y a une dualité aujourd'hui entre les produits chez Yomoni? Comment tu positionnerais le PER assurantiel par rapport il y a une complémentarité. En fait, le PER bancaire, il nous paraît toujours très intéressant. Il reste toujours intéressant dans une logique 100% ETF. On s'était engagé un certain nombre d'évolutions, en particulier sur le multi-actif. Hein, vous le savez, je l'avais quasiment préannoncé il y a déjà un an. Il y a des vraies difficultés réglementaires à faire du multi-actif dans du PER bancaire. La réglementation qui était à peine séchée de la loi Pacte a démontré que les interprétations, et Dieu sait qu'on a sollicité un certain nombre d'avocats spécialisés sur le sujet, nous ont fait dire que finalement, ce qu'on pensait toucher du doigt il y a un an, en fait, était très compliqué à faire en PER bancaire, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de réouvrir la piste PER assurance. Deuxièmement aussi parce qu'il y avait une demande. Il y a un certain nombre de clients souhaitaient avoir plutôt un PER assurance pour des raisons de transmission, pour avoir du fonds euro qui leur paraissait important, même si, selon nous, ça reste quand même un actif qui est peut-être un peu moins intéressant sur le très long terme, mais qui peut avoir son intérêt éventuellement dans la phase de désensibilisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a les deux, on a le meilleur des deux mondes. Je pense qu'on a l'offre la plus complète en offre d'épargne retraite. Les deux existeront et on va continuer de les faire exister. Si l'avantage du PER, et c'est ça qui fait sa magie, c'est qu'il est transférable. Donc, bien sûr, on va faire en sorte que les uns soient transférables vers les autres et on facilitera bien sûr ce transfert. On évitera la douleur la douleur infinie d'un transfert de PER lorsque ça sera transféré d'un PER Crédit Agricole Titre vers Spirica. Hein, je rappelle que c'est le même groupe. Et donc, voilà. Donc, on a le meilleur des deux mondes. C'est transférable si les gens le souhaitent et les deux ont leurs atouts et leurs avantages. Voilà. Ok, merci Sébastien, c'est très clair. Ce qu'on peut dire, c'est que le PER assurantiel aujourd'hui est peut-être un produit un petit peu plus patrimonial que le PER bancaire, qui va être un produit peut-être un peu plus focusé sur l'investissement, puisque uniquement en classe d'actifs ETF et a priori sur de l'épargne très long terme, plutôt orienté sur les actions que sur les obligations. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un PER multi-classe d'actifs qui va vous permettre sur cette épargne d'extrême long terme de traverser, comme on le disait tout à l'heure, les 4 saisons des marchés financiers, puisque a priori, ce ne sera pas, on vous le dit très clairement chez Yomoni, ce ne sera pas une ligne droite, surtout si vous investissez sur des durées de 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans. Et donc, autant être équipé le mieux possible pour pouvoir traverser ça le plus sereinement possible et à une tarification toujours la plus basse possible, ce qui sera directement rétribué dans la performance de votre dispositif. Merci à tous de vous être montrés disponibles. Le PER est disponible depuis déjà quelques semaines sur la plateforme www.yomoni.fr. Pour des raisons administratives et fiscales, vous le comprendrez, n'attendez pas la dernière minute pour lancer la période de souscription. On vous recommande fortement, parce que les fins d'année sont toujours chargées sur la partie défiscalisation, de commencer vos souscriptions et d'essayer de les finaliser sur le tout début du mois de décembre. Voilà, je vous remercie et on va passer à la seconde partie de ce webinaire. Merci Charlotte. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci. On va accueillir maintenant Valérie. Bonsoir Valérie. Valérie Batigne, présidente, cofondatrice de Sapiendo, spécialiste de la retraite. Je vais peut-être te laisser te présenter, nous présenter Sapiendo dans un premier temps. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Valérie Batigne, la présidente et la fondatrice de Sapiendo. Voilà, qui est un spécialiste du conseil en matière de retraite par répartition, épargne retraite, et qui s'est fixé pour mission de rendre accessible à tous ce monde assez compliqué de la retraite, et notamment de la retraite par répartition. Voilà. On propose du conseil, des simulations et du conseil expert, du conseil humain sur tous ces sujets. Voilà, donc si on veut entamer un bilan retraite, savoir un peu où on en est, avoir une projection de ce qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir au moment de la retraite, on passe par Sapiendo et en fait on retrace en fait des carrières entières, multi-carrières financières. On a changé d'entreprise, on a été libéral et puis salarié, etc. On peut passer par Sapiendo pour faire un récapitulatif de sa carrière et avoir une visibilité sur ce qu'on peut attendre sur la retraite. Voilà, donc évidemment en fin de carrière, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment ou jamais. Mais il est aussi très important de savoir qu'on en fait plein de choix sans le savoir, souvent par défaut. On va l'illustrer tout à l'heure. Et donc, même jeune, même très jeune, même presque étudiant, il faut s'intéresser à ce sujet de retraite par répartition, parce qu'il y a des opportunités qui passent d'avoir des trimestres, par exemple, et qui s'éteignent et qu'on ne peut plus avoir après.
Notamment au sujet des enfants, c'est ce qu'on va aborder. C'est ce qu'on va aborder. C'est un sujet qui a été longtemps demandé et comme on vient d'avoir un dernier né avec Yomoni Retraite Plus, on s'est dit que c'était le moment de traiter avec vous en fait, de la retraite et de la parentalité. On va parler de la maternité, mais aussi de la parentalité puisqu'elle touche autant les hommes que les femmes. Et au final, savoir quel impact a la parentalité, à la naissance d'un enfant sur la pension de retraite à recevoir d'un point de vue étatique, je dirais, c'est-à-dire la pension de retraite que vous pouvez recevoir au niveau de l'État. On va voir qu'on peut avoir des pertes et on va voir un petit peu ensemble aussi, au-delà d'un peu des réflexes qu'il faut avoir quand on a un enfant, quand on accueille un nouvel enfant, voir quelles sont peut-être les bonnes astuces à prendre au niveau vraiment de la déclaration, enfin au niveau officiel, administratif, et puis aussi en termes d'investissement, comment on peut pallier à d'éventuels manquements tout au long de sa vie, on va dire, active. Je pense qu'avant de démarrer, on peut revenir rapidement sur pas une définition de la retraite, mais sur son mode de fonctionnement, parce qu'on sait qu'il y a les retraites, on sait qu'il y a des points, on sait que, en fait, on a besoin d'avoir un certain nombre de trimestres pour avoir accès à sa retraite, c'est-à-dire qu'on doit cumuler un certain nombre de trimestres, c'est officiel, pour accéder à sa pension de retraite, mais pour autant, c'est pas le nombre de trimestres qui définit le montant de la retraite. Voilà, pas du tout. Voilà. En fait, les trimestres, c'est un prérequis à avoir. Hein, donc, il faut avoir, donc à l'heure actuelle, voilà, 43 ans, donc 172 trimestres, pour avoir sa fameuse retraite au taux plein, c'est-à-dire sans décote. Mais c'est juste un prérequis, hein, c'est pas les trimestres qui font la valeur d'une retraite. Ce qui fait la valeur d'une retraite, c'est vraiment les salaires, les rémunérations gagnées et surtout les cotisations qu'on verse. Donc, pour bien comprendre notre système, hein, il faut bien comprendre qu'il y a deux retraites. On a tous deux retraites. On a une retraite de base, celle-là qui cumule les trimestres. Et on a une retraite complémentaire qui fonctionne uniquement par points, c'est-à-dire je gagne une certaine rémunération. De cette rémunération découlent des cotisations retraite. Et en fonction du montant de mes cotisations retraite, qui sont directement liées au montant de ma rémunération, ben, je gagne plus ou moins de points retraite qui ont une valeur. Voilà. Et c'est vraiment ça qui fait la valeur d'une retraite, c'est la rémunération qu'on gagne et ce ne sont pas les trimestres. Donc, il faut se méfier quand on dit, bon, c'est pas grave, vous avez des trimestres, etc. Bon, c'est bien d'avoir des trimestres, hein. C'est un prérequis, mais c'est pas ça qui fait la valeur de la retraite. Ok, donc le trimestre, il va nous donner, enfin le nombre de trimestres vont nous donner accès à cette pension de retraite et ce qui va définir le montant de cette pension de retraite, c'est nos salaires et la proportion en fait de charges salariales qu'on paye. La différence entre notre brut et notre net, on est toujours dans le bon sujet. Une partie de cette différence entre le brut et le net part dans les caisses de retraite et permet de se constituer sa retraite plus tard. La première question, c'est alors là, on va être sur le congé de maternité hein, qui concerne les mamans, maintenant un peu plus les papas et on l'espère dans l'avenir de plus en plus. Est-ce qu'il y a un impact quand je pars en congé maternité sur mes droits à la retraite? Alors, le congé maternité, non, il n'y a aucun impact sur les droits à la retraite. Parce que c'est extrêmement bien pris en charge. Vous avez, alors, côté régime de base, non seulement il y a les trimestres, mais il y a un salaire qui est cotisé par le biais de manière gratuite, par le biais des indemnités journalières. Et côté retraite complémentaire, il y a des points gratuits qui sont accordés par l'Agirc Arrco, conformément au salaire précédent. Donc, en fait, au titre des congés maternité, il n'y a aucune perte. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de démarche, il n'y a rien à faire, tout est pris en charge. Après, le congé maternité, il est quand même relativement court puisqu'il est si je ne dis pas de bêtises, 10 semaines pour les femmes en France et il est congé parentalité pour les pères de 5 semaines actuellement en France. Deuxième question, l'impact d'un congé parental, c'est-à-dire le congé que je prends après mon congé maternité ou paternité, si je décide en fait de m'occuper de mon enfant, l'impact d'un congé parental ou éventuellement la prise d'un temps partiel décidé suite à la naissance de mon enfant. Donc là, c'est complètement différent, hein, puisque que ce soit un temps partiel, je dirais encore pire un congé parental, il y a vraiment une baisse de salaire, donc une baisse de cotisation. Donc c'est vrai aussi pour un temps partiel, un mi-temps, je gagne 2 fois moins. Donc, j'ai presque, c'est mathématique, 2 fois moins de droits à la retraite. Donc, par contre, il y a bien souvent autant de trimestres, il y a bien 4 trimestres par an, mais en matière de droits, il y a presque 0 ou moitié moins. Voilà. Donc, il faut bien avoir conscience que toute période non travaillée, c'est-à-dire non cotisée, va entraîner une perte sur les droits à retraite qui sont une rémunération différée payée par les cotisations.
Ok, donc si je reprends, suite à la naissance de mon enfant, après mon congé maternité, je décide soit de réduire mon temps de travail par un congé parental ou par un temps partiel, je vais continuer à cumuler mes trimestres, donc de cumuler mon prérequis pour avoir accès à ma pension au bout d'un certain nombre de trimestres cumulés. Pour autant, comme mon salaire diminue, mes prestations sociales diminuent aussi, je cotise moins pour les pensions de retraite et donc ça va se ressentir dans le montant de ma pension que j'aurai par la suite. Tout à fait. Ok, sur cette partie-là, il y a un point quand même qui est et donc pardon, la dernière question que j'avais, c'est on se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents qui décident de se mettre à leur compte, qui deviennent entrepreneurs à la naissance d'un enfant pour avoir une flexibilité sur leur temps de travail. Est-ce que donc tel que tu l'as vu, on pourrait croire qu'à rémunération équivalente quand je me mets… Alors, il y a plein de professions. On peut prendre les professions de la tech, par exemple, où au final, très rapidement, je peux retrouver un niveau de rémunération équivalent à mon poste de salarié. Mais comment ça se passe en termes de retraite? C'est différent quand on est libéral et qu'on n'est plus salarié. Tout à fait. Là aussi, il faut voir le montant des cotisations et les droits qui en découlent. Donc, grosso modo, parce qu'évidemment, il y a énormément de façons d'être travailleur non salarié, hein. Il y a plusieurs caisses, ça dépend des caisses. Mais il faut savoir que si on veut avoir un ordre de grandeur, quand on est travailleur non salarié, on cotise à peu près pour la retraite 2 fois moins qu'en étant salarié. Hein. Pourquoi? Parce qu'un salarié, il y a 2 mains qui payent. Il y a la part salariale et la part entreprise. Grosso modo, quand on cumule les cotisations retraite d'un salarié, on arrive à 37% de son salaire net avant impôt. Donc, c'est énorme. Voilà, prenez un salaire net avant impôt, 37%, c'est des cotisations retraite. Pour un non-salarié, alors ça dépend des régimes, mais on est à peu près à 2 fois moins. Voilà. On est à 2 fois moins de cotisations versées. On est à 16. On les voit, on a l'impression qu'on paye beaucoup parce qu'on voit les appels de cotisation. Quand on est salarié, on ne les voit pas. Mais on cotise 2 fois moins. Et quand on est entrepreneur, quasiment rien. D'accord. Pareil, donc ça veut dire qu'on a 2 fois moins de droits à retraite. Voilà. Donc encore une fois, par contre, on continue à cumuler ces fameux trimestres, mais par contre, on passe de 37% de charges liées à la retraite, de cotisation retraite, à peu près 16-17% de cotisation retraite. Et effectivement, quand on est indépendant, quand on est à son compte, on paye beaucoup de charges, mais on paye à la fois les charges patronales, dans lesquelles il n'y a pas de cotisation retraite, et les charges dites salariales, c'est juste pour schématiser, pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, et dans lesquelles on va retrouver des cotisations retraite, mais seulement sur une partie des cotisations. Du coup, il y a quand même une petite chose à savoir qu'on n'a pas précisé. À la naissance d'un enfant, on sait qu'on a 8 trimestres qui sont donnés par défaut entre guillemets à la maman. 4 trimestres qui sont liés pour la naissance de l'enfant et 4 trimestres qui sont liés à l'éducation de l'enfant. Donc à chaque enfant, je reçois 8 trimestres qui sont simplement le prérequis pour accéder à la pension. Et il y a une petite astuce à connaître sur la distribution de ces trimestres, c'est ça? C'est ça. En fait, donc un enfant va ouvrir droit à 8 trimestres, donc 4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l'éducation. Il faut bien comprendre, ces 4 trimestres au titre de l'éducation, c'est un trimestre par année d'éducation au cours des 4 premières années de l'enfant. Donc ça a son importance pour la suite. Et désormais, ces 4 trimestres pour éducation, désormais depuis 2010, sont ouverts au partage, y compris pour le père. Donc, le père peut réclamer, alors avant, ça pouvait être 4 des 4 trimestres éducation, désormais, c'est réduit à 2, mais peut réclamer 2 des 4 trimestres. Donc, c'est un partage, il faut que la mère soit d'accord, mais les pères peuvent avoir désormais donc 2 en tout des 8 trimestres pour enfants. Donc, ça peut avoir son importance et son utilité, au point de vue des trimestres. Et puis, le fait d'avoir un trimestre pour majoration enfant va déclencher le droit à la surcote parentale, qui est une nouveauté de la réforme à partir de 63 ans. Donc, ça vaut le coup en tant que père de s'interroger, de regarder. Il faut voir l'équilibre, évidemment, dans le couple, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Donc, si je récapitule brièvement, à chaque naissance d'enfant, en tant que maman, on m'octroie 8 trimestres supplémentaires. Et si jamais je souhaite donner je peux donner jusqu'à 2 trimestres pour le père. Donc, la maman n'aura plus que 6 et le papa peut en avoir 2. Quelle démarche concrète on doit faire et auprès de quel organisme? C'est un document à renvoyer à l'assurance. Le formulaire est téléchargeable sur le site de l'assurance retraite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut renvoyer ce formulaire entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Donc, il y a une fenêtre très courte à connaître. Voilà. D'accord. Donc, à faire impérativement. Donc, on sait, ce qu'on se dit, c'est que il y a quand même un impact. Il peut y avoir, en fait,
l'impact qu'il y a entre la parentalité et l'enfant, c'est ce que vous déciderez, comment vous déciderez d'organiser votre carrière suite à la naissance de votre enfant. Et si jamais il y a une baisse de salaire, c'est surtout ou un changement de statut d'un salarié à libéral, il faut quand même prendre des dispositions. Vous recommandez quoi chez Sapiendo quand on sait que on vit une baisse de salaire, donc une baisse de cotisation? La recommandation Sapiendo, c'est quoi? C'est déjà en être conscient, c'est quantifier. Ça se quantifie très bien. Hein. Enfin, c'est des maths. Hein. Donc, c'est quantifier la baisse de droit à retraite que va entraîner ce temps partiel. Voilà. Donc, on va calculer ça sous forme de rente. On peut très bien le remettre en équivalent capital. Voilà. Et après, bon, je dirais, c'est un petit deal à l'intérieur du couple, hein, mais savoir qu'il faudrait en théorie compenser ce manque à gagner retraite à un équivalent capital. Donc, ça peut se compenser sous forme d'épargne, par exemple. D'accord. Mais voilà, la recommandation, c'est que quand il y a une baisse de salaire au sein du couple, on partage, on fait ce qu'il faut pour la baisse de rémunération immédiate, mais on ne calcule jamais la baisse de rémunération différée. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut l'anticiper à travers les dispositifs donc, qui peuvent être plus classiques comme l'assurance vie, le PEA, enfin toutes les enveloppes se prêtent à la capitalisation, hein, et en particulier s'il y a un attrait fiscal, bien évidemment, grâce au PER. Donc, ne pas négliger la baisse de salaire futur, en tout cas sur la retraite, l'impact que ça pourrait avoir en fonction des dispositions, des choix qui sont faits au sein du couple pour l'accueil d'un enfant. Est-ce que tu vois, Valérie, un point à ajouter sur ce sujet? Non, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet sur la parentalité. Ok. Si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez émettre un bilan retraite suite à la naissance d'un enfant ou sans la naissance d'un enfant, en fait, vous pouvez contacter les équipes Sapiendo qui se font un plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Merci Valérie d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne fin d'année et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Yomoni et à souscrire à notre nouveau PER Retraite Plus. À bientôt.